Salut guerrier. Quand les autres jouent sale, la plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils réagissent avec émotion, ou bien ils essaient de rester moralement irréprochables dans un jeu qui n'a jamais été propre. Et c'est précisément ainsi qu'ils perdent. Ce monde ne punit pas la manipulation. Il punit la naïveté. La vérité dérange. Mais elle est nécessaire. Ceux qui se font constamment dépasser ne sont pas stupides. Ils sont intègres sans stratégie, honnêtes sans vigilance, corrects dans des environnements qui récompensent la perception. Le timing est l'effet de levier. Machiavel n'enseignait pas la cruauté. Il enseignait comment cesser d'être aveugle. Il avait compris une chose que beaucoup refusent encore d'admettre, le pouvoir ne s'annonce pas. La manipulation ne ressemble pas à une agression. Et le danger élève rarement la voix. Observez attentivement ceux qui jouent sale. Ils ne se précipitent pas, ils ne menacent pas, ils ne crient pas. Ils sourient, ils attendent. Ils vous laissent supposer leurs bonnes intentions pendant qu'ils étudient vos réactions. Ils savent que la plupart des gens se dévoilent sans qu'on leur pose la moindre question. À travers leurs explications trop longues, à travers leurs réactions émotionnelles, à travers leur besoin d'être compris, apprécié, perçu comme juste. Machiavel avait observé que la manière la plus rapide de perdre du pouvoir est de supposer que tout le monde joue selon les mêmes règles que vous. Les joueurs sales ne brisent pas les règles bruyamment. Ils plient le contexte silencieusement. Ils n'attaquent pas votre force directement. Ils se positionnent autour de vos attentes. Ils exploitent votre hésitation. Ils misent sur votre croyance que les choses finiront par s'équilibrer d'elles-mêmes. Et ils gagnent pendant que vous cherchez encore la manière correcte de répondre. Il ne s'agit pas de devenir froid ou cruel. Il ne s'agit pas de mentir ni de trahir. Il s'agit de penser clairement quand d'autres préfèrent que vous ne le fassiez pas. Refuser de reconnaître la manipulation ne vous rend pas noble. Cela vous rend prévisible. Survivre dans un environnement hostile exige la perception avant la morale. Non pas l'abandon des valeurs, mais leur protection. Premier principe. Cessez de supposer les intentions. Commencez à lire les incitations. La plupart des gens tentent de comprendre les autres en se demandant « qu'est-ce qu'ils voulaient dire ?» Machiavel aurait considéré cette question comme secondaire. Les intentions sont invisibles. Les incitations, elles, sont observables. Quand quelqu'un agit, il ne se demande pas comment être mauvais. Il se demande ce qui lui apporte un avantage immédiat. Cette différence change tout. L'erreur la plus fréquente consiste à analyser les comportements à travers la moralité supposée plutôt qu'à travers le bénéfice réel. Vous écoutez le ton, vous cherchez la sincérité. Vous comparez les paroles aux émotions. Pendant ce temps, l'autre mesure les résultats. Il évalue l'effet de levier. Les moment opportun. L'accès. Le comportement suit la récompense. Pas la vertu. Les gens répètent ce qui fonctionne. Évitent ce qui leur coûte et justifient le reste. Si vous jugez une action uniquement à travers la bonté supposée, vous manquez le moteur qui la propulse. Les joueurs sales se placent là où les résultats les favorisent. Peu importe leur discours. Ils n'ont pas besoin de mentir bruyamment. Ils ont seulement besoin d'un environnement où le silence leur profite davantage que la vérité. Ils n'ont pas besoin de vous attaquer frontalement. Il leur suffit de créer une confusion qui vous ralentit, pendant que vous cherchez pourquoi une chose est arrivée. Ils décident déjà de la suivante. C'est ainsi que les personnes bien intentionnées se font surprendre. Elles croient que l'intention explique le comportement. Alors, lorsqu'un tort survient, elles cherchent le malentendu plutôt que l'avantage caché. Elles rejouent les conversations. Elles veulent clarifier. Elles espèrent restaurer l'équilibre par le dialogue. Les joueurs sales comptent sur ce délai. Au lieu de demander ce qu'une personne voulait dire, posez une question plus précise. Qu'est-ce qu'elle gagne si je crois cela? Cette question traverse la façade. Si quelqu'un bénéficie de votre patience, il encouragera votre patience. S'il bénéficie de votre silence, il valorisera votre retenue jusqu'à ce qu'elle cesse de lui servir. S'il gagne à travers la confusion, il ne pressera jamais la clarté. Lorsque vous commencez à observer les incitations, les schémas deviennent visibles. Vous remarquez qui coopère seulement quand il est observé, qui devient vague lorsque la responsabilité approche, qui invoque la morale uniquement lorsque les conséquences menacent. Rien de cela ne nécessite confrontation. Cela demande simplement une observation calme. Réagir trop tôt enseigne aux autres comment vous gérer. Lorsque vous répondez immédiatement avec émotion, vous montrez ce qui vous touche. Lorsque vous exigez des explications, vous exposez votre incertitude. Lorsque vous cherchez à être rassuré, vous dévoilez votre dépendance. Ces informations sont précieuses pour ceux qui cherchent un levier. Prenez de la distance mentale. Laissez le comportement se déployer assez longtemps pour révéler sa direction.
Observez ce qui reste constant lorsque la flatterie disparaît, lorsque la pression augmente, lorsque la politesse s'efface. Les incitations ne changent pas facilement, elles se répètent. La patience permet au résultat de parler. La pureté morale se précipite vers un jugement avant même que l'échiquier ne soit visible. Lorsque vous cessez de supposer des valeurs partagées, vous retrouvez votre position stratégique, non parce que vous devenez méfiant, mais parce que vous devenez précis, et quelque chose change intérieurement. Lorsque vous voyez clairement les incitations, la charge émotionnelle diminue. Vous ne vous sentez plus personnellement attaqué, vous vous sentez informé, ce calme devient une force, vous ne débattez plus des intentions, vous ajustez l'accès, vous ne discutez plus de justice, vous changez de position. Deuxième principe, contrôlez l'accès avant de vouloir contrôler les résultats. La plupart des gens essaient de résoudre les conflits au niveau des conclusions. Ils argumentent les décisions, ils négocient les résultats, mais l'influence réelle se construit en amont. Au niveau de l'accès, les joueurs stratégiques le savent instinctivement. Ils ne commencent pas par la décision finale, ils décident qui obtient proximité, information et entrée émotionnelle. Une fois ces portes définies, les résultats suivent. Beaucoup confondent présence et importance. Ils restent disponibles par habitude, par politesse ou par peur d'être perçus comme distants. Ils pensent que l'accessibilité garantit leur pertinence. En réalité, elle expose leurs failles. L'accès est une monnaie. Chaque interaction répétée donne à l'autre des données, votre rythme, vos priorités, vos points de tension. Les joueurs patients observent pendant que vous expliquez. Justifiez, réagissez. On vous traite souvent selon votre accessibilité, pas selon votre valeur réelle. Quand l'accès est constant, le respect s'érode. Quand l'accès nécessite intention, le comportement s'affine. Introduire de la friction n'est pas une déclaration de guerre, c'est une récalibration. Raccourcir les échanges, espacer les réponses, normaliser la sélectivité, ne pas offrir immédiatement chaque réaction émotionnelle. Cette retenue change subtilement la dynamique. Lorsque l'accès n'est plus automatique, les autres adaptent leur approche. Les demandes deviennent plus claires, le ton devient plus mesuré. Ceux qui cherchaient à sonder sans conséquence perdent leur terrain d'exploration. Contrôler l'accès n'est pas manipulation, c'est autopréservation. Ce n'est pas isolement, c'est sélection. Lorsque vous choisissez qui entre, quand et à quelle profondeur, vous cessez d'être entraîné dans des jeux invisibles. Vous ne cherchez plus à corriger chaque perception. Vous ne courez plus après chaque malentendu. Vous observez, vous positionnez, vous décidez. Et dans ce calme, quelque chose s'installe. Une présence moins fréquente, mais plus lourde. Une parole moins abondante, mais plus précise. Une posture qui ne cherche plus à convaincre, mais à comprendre avant d'agir. C'est ainsi que le pouvoir commence réellement à se déplacer. Silencieusement, intérieurement, stratégiquement. Troisième principe, laissez les autres se révéler pendant que vous restez inachevé. La plupart des gens ressentent un besoin presque physique de conclure. Ils veulent que la conversation se termine proprement. Ils veulent clarifier les malentendus immédiatement. Ils veulent s'assurer que leur position est comprise, que leur intention est reconnue, que l'équilibre est restauré. Ce désir semble sain. En réalité, il vous rend prévisible. Les joueurs stratégiques comptent sur votre besoin de clôture. Ils provoquent une légère tension, glissent une remarque ambiguë, insinuent un doute, juste assez pour activer votre inconfort. Et dès que cet inconfort apparaît, vous commencez à parler, vous expliquez, vous détaillez, vous justifiez, vous corrigez, vous croyez reprendre le contrôle. En vérité, vous offrez des informations. Rester inachevé ne signifie pas être confus. Cela signifie ne pas révéler immédiatement votre position finale. Quand les autres ne savent pas exactement ce que vous pensez, ils doivent deviner, et lorsqu'ils devinent, ils projettent. Et lorsqu'ils projettent, ils se dévoilent. Le silence crée un vide, et l'être humain déteste le vide. Alors il le remplit. Si quelqu'un vous sous-estime légèrement, ne vous précipitez pas pour prouver le contraire. Observez ce qu'il fait avec cette conviction. S'il pense avoir l'avantage, il prendra des risques. S'il croit que vous n'avez pas remarqué une manœuvre, il répétera le schéma. Et la répétition est plus révélatrice qu'une confrontation. Beaucoup de personnes révèlent trop parce qu'elles veulent être vues avec exactitude. Elles veulent contrôler l'image qu'on a d'elles. Mais plus vous vous efforcez de corriger chaque perception, plus vous montrez ce qui vous touche. Les joueurs sales exploitent cela. Ils interprètent volontairement mal vos paroles, sachant que vous allez vous empresser de préciser
Et dans cette précision, vous dévoilez vos priorités, vos limites, vos peurs. Rester partiellement opaque protège votre liberté intérieure. Tant que vous ne vous engagez pas publiquement dans une position rigide, vous gardez de l'espace pour ajuster votre stratégie. Un engagement prématuré ferme des portes, une posture inachevée les maintient ouvertes. Il y a aussi un déséquilibre psychologique subtil qui s'installe lorsque vous ne cherchez pas la résolution immédiate. Ceux qui aiment contrôler se sentent déstabilisés. Ils insistent pour obtenir une réponse claire. Ils pressent les délais. Ils interprètent votre calme comme de l'hésitation. En réalité, leur agitation révèle leur dépendance au contrôle. Choisir le moment de conclure est une forme de pouvoir. Cela signifie que vous ne laissez pas la pression dicter votre tempo. Vous laissez les autres s'engager par leurs actions pendant que vous observez. Lorsqu'ils se positionnent ouvertement, ils réduisent leurs propres options. Vous conservez les vôtres. 4e principe, la neutralité est un camouflage. L'émotion est un signal. La plupart des gens croient que montrer leurs émotions prouve leur authenticité. Ils pensent que réagir vivement montre leur force. Mais chaque réaction visible indique un point d'accès. La frustration montre où la pression fonctionne. L'enthousiasme révèle ce que vous désirez. La défensive indique une zone sensible. Les manipulateurs expérimentés ne cherchent pas d'abord des arguments logiques. Ils cherchent des réactions émotionnelles. Une fois qu'ils identifient vos déclencheurs, ils peuvent orienter la conversation là où vous êtes le plus vulnérable. La neutralité ne signifie pas froideur. Elle signifie maîtrise. Vous pouvez ressentir intensément sans l'exposer immédiatement. Lorsque votre visage, votre ton et votre rythme restent stables. L'autre perd ses repères. Il teste. Il insiste. Il augmente légèrement la pression pour voir si quelque chose bouge. Chaque tentative devient une information pour vous. Celui qui révèle moins contrôle le rythme. Celui qui révèle davantage cherche inconsciemment à stabiliser l'échange. Cette inversion crée une autorité silencieuse. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix. Votre calme suffit. La neutralité protège aussi votre clarté interne. Lorsque vous ne vous laissez pas emporter par la réaction immédiate, vous observez davantage. Vous remarquez les contradictions. Vous percevez les changements subtils de ton. Vous voyez le décalage entre les mots et les actes. Les joueurs sales comptent sur l'expression instantanée. Ils savent que l'émotion accélère les décisions. Elle réduit la réflexion. Elle simplifie la manipulation. Si vous ralentissez ce processus, vous cassez leur dynamique. Il ne s'agit pas de devenir insensible. Il s'agit de différer l'expression jusqu'à ce qu'elle vous serve. Ce qui est protégé ne peut pas être exploité. Ce qui est visible devient une carte. Et une carte guide celui qui cherche à manœuvrer. Avec le temps, votre neutralité crée une réputation. Les gens commencent à vous percevoir comme stable. Vos paroles prennent du poids parce qu'elles ne sont pas diluées par l'agitation. Votre silence devient signifiant. Votre présence devient plus dense. Beaucoup craignent que cette retenue les rende distants. En réalité, elle vous rend difficile à manipuler. Et cette difficulté impose le respect. 5e principe, sortez de la pensée linéaire. La majorité des conflits sont abordés comme une ligne droite. Quelqu'un agit, vous réagissez. La discussion avance vers une résolution. Mais ceux qui pensent stratégiquement ne se déplacent pas en ligne droite. Ils opèrent en couches. Pendant que vous répondez à l'attaque visible, ils modifient le contexte invisible. Ils changent l'audience, ils déplacent le timing. Ils introduisent un nouvel élément qui rend la question initiale secondaire. Les penseurs linéaires réagissent au problème présenté. Les penseurs stratégiques se demandent qui a présenté le problème. Pourquoi maintenant? Et dans quel cadre? Si quelqu'un vous confronte publiquement, le sujet n'est être pas l'accusation. C'est le lieu. Répondre immédiatement renforce le cadre choisi par l'autre. Refuser le cadre. Changer le moment. Déplacer la discussion. Voilà un mouvement latéral. Les joueurs sales utilisent souvent l'urgence comme arme. Ils créent une pression temporelle pour limiter votre réflexion. Il faut décider maintenant. Réponds tout de suite. L'urgence raccourcit votre horizon stratégique. Sortir de la pensée linéaire. C'est refuser que chaque action exige une réaction immédiate. Vous pouvez différer. Vous pouvez répondre ailleurs. Vous pouvez ignorer une provocation et agir sur un autre plan. Cela ne signifie pas éviter le conflit. Cela signifie ne pas l'aborder selon les règles imposées. Il existe aussi une linéarité morale que beaucoup suivent inconsciemment. Ils pensent que la justice doit venir avant le résultat, que la clarté doit précéder l'action, mais certains sécurisent d'abord leur position, puis justifient ensuite. Comprendre cette inversion ne vous oblige pas à l'imiter. Cela vous empêche simplement d'être surpris par elle. Lorsque vous cessez de penser en ligne droite,
Vous élargissez le terrain. Vous arrêtez de confondre immédiateté et importance. Vous arrêtez de croire que chaque provocation mérite une réponse directe. Vous commencez à voir les structures autour des événements. Et lorsque vous voyez la structure, vous comprenez que le véritable pouvoir ne consiste pas à gagner chaque échange. Il consiste à choisir dans quel échange vous entrez. À ce stade, quelque chose change subtilement en vous. Vous parlez moins vite. Vous décidez moins sous pression. Vous observez davantage avant d'agir. Ce ralentissement n'est pas faiblesse. C'est recalibrage. Les joueurs sales prospèrent dans la précipitation et la réaction automatique. Quand vous ralentissez, leur avantage diminue. Leur scénario perd en efficacité. Ils doivent improviser. Et l'improvisation révèle leurs intentions réelles. Vous n'êtes plus en train de courir derrière les événements. Vous commencez à les anticiper. Vous ne cherchez plus à prouver votre intégrité. Vous cherchez à préserver votre position. Et dans ce déplacement intérieur, le rapport de force change déjà. Même si personne autour de vous ne peut encore le nommer. 6e principe, maîtriser l'art de l'absence stratégique. Le pouvoir ne se construit pas uniquement par l'action. Il s'amplifie par ce que vous choisissez de ne pas offrir. La plupart des gens croient que présence constante rime avec importance. Ils répondent immédiatement. Ils sont toujours disponibles. Ils participent à chaque échange. Ils expliquent chacune de leurs décisions. Et sans s'en rendre compte, ils diluent leur propre poids. L'influence ne grandit pas dans le bruit permanent. Elle grandit dans la rareté, lorsque vous êtes toujours accessible. Votre présence devient ordinaire. Lorsqu'elle devient ordinaire, elle cesse d'être mesurée. Les gens ne valorisent pas ce qu'ils considèrent acquis. Ils valorisent ce qu'ils risquent de perdre. L'absence stratégique n'est pas une disparition dramatique. Ce n'est pas un silence chargé de ressentiment. C'est un retrait contrôlé. Vous cessez d'être disponible par défaut. Vous choisissez vos moments. Vous choisissez vos engagements. Vous choisissez vos réponses. Et quelque chose change immédiatement. Lorsque vous ne nourrissez plus chaque interaction, les autres commencent à s'interroger. Les conversations continuent sans vous. Votre nom circule dans des espaces où vous n'êtes pas présent. Certains remarquent votre manque. D'autres ressentent un léger déséquilibre sans savoir l'expliquer. Ce déséquilibre est révélateur. Ceux qui vous voyaient comme une simple ressource pratique s'adaptent rapidement. Ceux qui bénéficiaient de votre disponibilité constante ressentent la friction. Ceux qui dépendaient de votre attention cherchent à la récupérer. L'absence agit comme un filtre. Si votre retrait ne provoque aucune réaction, cela vous informe sur votre véritable position. Si votre retrait provoque de l'agitation, cela révèle l'impact réel que vous aviez. Dans les deux cas, vous gagnez en clarté. La plupart des individus faibles craignent d'être oubliés. Ils remplissent l'espace par peur de disparaître. Les individus solides comprennent que le mystère conserve la gravité. Lorsqu'on ne sait pas exactement ce que vous faites, ni quand vous agirez, on vous prête davantage de profondeur. L'absence bien utilisée n'est pas manipulation, elle est repositionnement. Elle vous donne aussi une perspective que la proximité constante empêche. Lorsque vous êtes immergé dans chaque échange, vous absorbez l'émotion des autres. Vous réagissez plus que vous n'observez. En prenant du recul, vous voyez les schémas, vous distinguez les répétitions, vous percevez les alliances invisibles. La distance clarifie. Il est important de comprendre une nuance. L'absence stratégique n'est pas un retrait émotionnel déguisé en présence physique. Rester dans la pièce, tout en se fermant intérieurement, crée de la tension. Passe d'où respecte. Le retrait efficace et propre. Sans annonce, sans justification excessive, sans message indirect. Vous n'expliquez pas chaque silence. Vous ne dramatisez pas chaque recul. Vous réallouez simplement votre attention. Et l'attention est une ressource. Une ressource trop abondante perd sa valeur. Une ressource limitée crée de la gravité. Lorsque vous cessez de donner votre temps gratuitement, ceux qui veulent y accéder doivent s'ajuster. Ils préparent mieux leurs paroles. Ils deviennent plus précis. Ils évitent les provocations inutiles. Vous n'avez rien dit, mais le cadre a changé. 7e principe. Contrôlez le cadre avant de vouloir contrôler le résultat. La plupart des gens pensent perdre lorsqu'ils ne remportent pas un argument. En réalité, ils perdent bien avant cela. Au moment où ils acceptent le cadre imposé par l'autre, le cadre est invisible. C'est l'interprétation implicite d'une situation. Il détermine qui est en position de force, qui doit se justifier, qui réagit et qui observe. Celui qui contrôle le cadre contrôle la perception, et la perception façonne le jugement. Si quelqu'un vous accuse, la réaction instinctive est de vous défendre. Mais la défense accepte déjà la prémisse. Elle confirme que vous êtes en position de répondre. Elle vous place dans le rôle choisi par l'autre. Les joueurs stratégiques
ne se précipitent pas pour corriger chaque accusation. Ils observent le cadre. Ils se demandent « Qui définit cette situation ? Pourquoi maintenant ? Devrais-je même entrer dans cette conversation ?» Souvent, le véritable pouvoir ne consiste pas à gagner l'échange, mais à redéfinir ce que représente l'échange. Prenons un exemple simple. 2 personnes adoptent le même comportement. L'une est qualifiée de confiante, l'autre d'arrogante. La différence n'est pas dans l'action, elle est dans l'interprétation. Si vous essayez de convaincre quelqu'un que vous n'êtes pas arrogant, vous jouez déjà dans son cadre. Au lieu de réfuter l'étiquette, vous pouvez la rendre insignifiante par la cohérence. Continuez à agir avec calme. Continuez à produire des résultats. Continuez à avancer sans vous justifier excessivement. Avec le temps, la perception s'ajuste d'elle-même. Le cadre se façonne aussi à travers des éléments subtils, le rythme de votre parole, votre posture, votre capacité à tolérer le silence. Celui qui parle trop vite signale l'urgence. Celui qui explique trop en détail signale l'insécurité. Celui qui accepte chaque interruption signale la réactivité. La composition calme crée un cadre différent. Elle suggère que vous n'êtes pas pressé, que vous n'êtes pas menacé, que vous n'êtes pas en train de courir après l'approbation. Les joueurs sales cherchent souvent à provoquer une réaction pour solidifier leur cadre. S'ils vous irritent et que vous montrez votre irritation, ils vous placent dans la case émotionnelle. S'ils insinuent un doute et que vous vous défendez avec intensité, ils renforcent l'idée que vous êtes instable. La neutralité brise ce mécanisme. Lorsque la réaction attendue ne vient pas, le cadre vacille. L'autre doit ajuster sa stratégie. Et dans cet ajustement, il expose davantage. Il existe également un cadre intérieur. La manière dont vous interprétez vos propres expériences détermine votre posture externe. Si vous voyez chaque obstacle comme une attaque personnelle, vous réagissez. Si vous voyez chaque obstacle comme une donnée stratégique, vous apprenez. Celui qui contrôle son récit intérieur devient difficile à déstabiliser. Il ne cherche pas une validation immédiate. Il ne confond pas résistance et rejet. Il ne s'effondre pas face à l'incompréhension. Cette stabilité crée une gravité silencieuse. À ce stade, vous comprenez quelque chose d'essentiel. Le pouvoir véritable n'est pas bruyant. Il ne se prouve pas à chaque échange. Il ne cherche pas à gagner chaque confrontation. Il se construit dans la précision, dans le positionnement, dans la retenue. Ceux qui se précipitent sont utilisés. Ceux qui s'expliquent sans cesse sont testés. Ceux qui réagissent automatiquement sont gérés. Mais ceux qui observent, qui choisissent leur tempo, qui contrôlent leur accès et leur cadre, transforment l'environnement autour d'eux. Vous n'avez pas besoin d'annoncer ce changement. En réalité, les transformations les plus puissantes sont invisibles au départ. Laissez les autres sous-estimer votre silence. Laissez-les interpréter votre retenue comme une faiblesse temporaire. Pendant qu'ils évaluent mal, vous construisez autrement. À partir de maintenant, votre présence peut devenir plus rare, mais plus lourde. Vos mots peuvent devenir moins nombreux, mais plus précis. Vous cessez de courir après l'alignement. Vous devenez le point de référence. Certaines personnes se sentiront inconfortables face à cette nouvelle posture, non pas parce que vous les attaquez, mais parce que vous n'êtes plus facilement influençable. Vous n'êtes plus accessible à chaque pression. Vous n'êtes plus lisible à chaque provocation. Et cet inconfort est le prix de l'évolution. Le pouvoir n'est pas la cruauté, c'est la clarté. C'est savoir quand avancer et quand se retirer, quand parler et quand laisser le silence agir, quand répondre et quand redéfinir le cadre. Vous ne vous élevez pas en prouvant constamment votre valeur. Vous vous élevez en vous positionnant avec précision. Et une fois que vous comprenez cela, vous ne jouez plus simplement dans le jeu des autres. Vous commencez à écrire vos propres règles.